Bonjour, mon nom est Mike et bienvenue sur ma chaîne Mystère du Paranormal. Aujourd'hui, la vidéo va avoir rapport encore une fois avec le sujet de Missing 411. Évidemment, ce ne sera pas toujours le phénomène Missing 411 qui va être diffusé sur ma chaîne, mais ça va toujours en faire partie intégrante. Je suis déjà en train de travailler sur 2 nouvelles vidéos qui vont apparaître sur la chaîne, soit le phénomène du Dogman et le phénomène du Bigfoot. Si vous ne savez pas c'est quoi le phénomène du Dogman, je vous garantis que vous allez le savoir après avoir écouté ma vidéo. Et le phénomène du Bigfoot, Sasquatch, ça c'est un phénomène qui est quand même assez connu. Par contre, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Where the Footprints End. Si vous pensiez que les observations de Bigfoot ou de Sasquatch s'arrêtaient à quelqu'un qui a aperçu un homme poilu dans le bois, eh bien, dans ce livre-là, c'est complètement autre chose. En fait, c'est tellement bizarre qu'on pourrait parler de super paranormal ou de extra paranormal. Les observations de Bigfoot là-dedans sont extrêmement troublantes et extrêmement intéressantes aussi. Donc, bref, la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur le phénomène Missing 411 et j'espère que vous allez l'aimer. Le premier cas que je voulais aborder aujourd'hui, c'est celui de Carl Henric. Carl Henric, le 11 novembre 1943, a décidé d'aller à la chasse au Vermont avec son cousin Henry Henric. Les deux, ce sont des chasseurs chevronnés qui connaissent bien les bois. L'endroit où ils s'en vont, se nomme le Bennington Triangle dans le Vermont. Le Bennington Triangle est connu pour son aspect paranormal. Les gens croient qu'il y a une créature qui vit dans ce triangle-là. Il y a aussi des gens qui ont disparu, qui font partie du phénomène Missing 411. Il y a eu des observations d'ovnis, des observations d'orbes. En fait, c'est rempli de choses paranormales qui entourent ce triangle-là. Donc, Carl Henric et son cousin Henry décident d'aller à la chasse aux chevreuils. À un moment donné, durant la journée, les deux cousins vont décider de se séparer pour couvrir plus de terrain. Quand le soir arrive, Henry retourne au camp et s'aperçoit que Carl est toujours pas là. Et Henry va trouver ça extrêmement suspect que son cousin n'est pas encore là, connaissant que c'est un chasseur expérimenté. Il va commencer à se poser de sérieuses questions pourquoi que son cousin n'est pas encore là. Fait qu'il ne perdra pas de temps, il va tout de suite aller alerter les autorités comme quoi que son cousin a disparu dans les bois. Les autorités perdront pas de temps à établir un périmètre de recherche, et même Henry va se joindre aux équipes de recherche pour tenter de retrouver son cousin Carl. Après 3 jours avec aucun succès, de façon ironique, ça va être Henry qui va trouver Carl par hasard en plein milieu de la forêt. Et c'est là que les choses vont être bizarres. Premièrement, il va trouver Carl par terre, face contre terre, habillé, avec aucune trace de blessure. Le corps va tellement être conservé que Henry va penser que son cousin est encore vivant. Il va l'appeler, il va s'approcher de lui, il va le tourner, et c'est là qu'il va se rendre compte que malheureusement, bien, son cousin est décédé. Les autorités vont inspecter le périmètre, ils vont se rendre compte que l'arme de Carl est à 20 mètres plus loin, à côté sur un arbre, avec une douille de balles par terre. Ils vont évidemment se poser des questions sur qu'est-ce qui a causé la mort de Carl, parce que Carl semble n'avoir aucune blessure, mis à part quelques égratignures sur les mains. Les autorités vont envoyer Carl se faire autopsier, et le coroner qui a fait l'autopsie va se rendre compte que finalement, Carl, la façon qu'il est mort, c'est qu'il s'est fait écraser par quelque chose, par une force extrêmement puissante, qui l'aurait écrasé, qui aurait cassé ses côtes, et une de ses côtes aurait perforé un de ses poumons, et c'est comme ça que Carl serait décédé. Le coroner va amener cette hypothèse-là, probablement que Carl aurait tiré sur un ours, l'aurait abattu, aurait donc déposé son arme sur un arbre, se serait déplacé jusqu'à l'ours pour finalement se rendre compte que l'ours est encore vivant et l'ours se serait retourné contre Carl, l'aurait pris entre ses pattes, l'aurait écrasé comme ça, puis l'aurait laissé tomber par terre et serait parti sans le dévorer, sans rien d'autre. Cette hypothèse-là, selon moi, tient pas vraiment la route. Premièrement, un ours prend généralement plus qu'une balle pour se faire tuer. Des fois non, généralement oui. Souvent les chasseurs vont en tirer plusieurs pour être sûr que l'ours est vraiment abattu. Deuxièmement, un chasseur expérimenté comme Carl va jamais laisser son arme à côté sur un arbre pour aller vérifier si un ours est vraiment mort. Un chasseur expérimenté va toujours amener son arme avec lui, et comme j'ai dit tantôt, probablement que le chasseur va quand même tirer 2-3 coups pour être sûr que l'ours est vraiment mort. Troisièmement, la mort suspecte de Carl. La façon dont il est mort, écrasé de cette façon-là. Si c'est un ours qui a fait ça, ce serait la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un ours réussit à tuer un homme de cette façon-là, sans utiliser ses griffes, sans utiliser sa gueule. Je vais vous dire bien franchement, un ours a utilisé ses griffes et sa gueule en tout temps, et dans ce cas-là, aucune marque de griffes, aucune marque de morsure sur le corps de Carl.
D'après vous, qu'est-ce qui est arrivé à Carl? Est-ce que c'est un ours qui l'a vraiment écrasé avec ses pattes et l'a laissé là sans le manger? Ou est-ce que c'est autre chose? En 1868, une petite fille de 3 ans disparaît du camp de bûcheron où son père travaille. Quand son père s'aperçoit que sa petite fille a disparu, il va commencer à recruter les gens du camp pour commencer à chercher sa petite fille. Évidemment, et de façon comprenable, le père est super inquiet. Et pendant qu'ils vont commencer à chercher sa petite fille, le père va rencontrer 2 chasseurs dont il va demander l'aide. Et évidemment, ils vont dire oui. Les recherches vont se poursuivre tout le restant de la journée. À la tombée de la nuit, ils sont obligés d'arrêter les recherches. Mais le lendemain matin, les 2 chasseurs et le père continuent les recherches, continuent d'appeler la petite fille. Puis finalement, à un moment donné, près d'une rivière, les chasseurs vont entendre une voix étouffée, une petite voix étouffée. Les 2 chasseurs et le père vont se diriger dans la direction du bruit de la voix. Puis ils vont voir quelque chose sortir d'un buisson, quelque chose d'immense, de noir, qui court très vite, qui va sortir d'un buisson, puis qui va se diriger vers la rivière, qui va sauter dans la rivière, qui va se mettre à nager et s'éloigner au loin. Les 2 chasseurs sont pas sûrs vraiment de ce qu'ils ont vu, ils vont penser que c'est un ours gigantesque, mais qui se déplace extrêmement vite. Le père, lui, va se retourner vers l'endroit où la créature est sortie et il va percevoir sa petite fille qui est debout sur un tronc d'arbre. Le père va courir vers sa petite fille, il va se rendre compte que sa petite fille est un peu en transe, mais semble correcte. Le père va commencer à lui poser des questions. Où t'étais? Qu'est-ce qui est arrivé? Le père va aussi demander à sa petite fille, est-ce que tu nous as entendu? On t'a appelé toute la journée hier, puis toute la matinée ce matin. La petite fille va répondre que oui, mais que Monsieur Loup voulait absolument pas qu'elle réponde. En fait, Monsieur Loup voulait pas qu'elle quitte l'endroit où elle était. C'était impératif qu'elle reste avec lui. La petite fille va aussi dire que Monsieur Loup s'est occupé d'elle pour la nourrir. Il est allé chercher des baies sauvages et il lui a donné dans la paume de sa main. Et la nuit, quand elle avait froid, Monsieur Loup s'est collé sur elle pour la réchauffer. Donc l'histoire se termine bien. La petite fille a été réunie avec ses parents. Mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé à la petite fille? Puis qu'est-ce que les chasseurs et le père ont vu qui se sauvaient dans la rivière? Un autre cas qui est semblable, qui est assez récent, c'est le cas de Casey Hathaway. Vous avez sûrement entendu parler aux nouvelles récemment de ça. C'est un petit gars, Casey Hathaway, qui a disparu dans la forêt. Et puis, finalement, a été retrouvé sain et sauf, aurait été rapporté à sa famille. Casey aurait dit à sa tante que la façon qu'il a survécu dans le bois, avec les températures sous zéro, avec la pluie glaciale qui a tombé, c'est qu'il y aurait un ours qui serait venu et qui se serait occupé de lui. Ça va vous sembler quand même ironique, ce que je vais dire ici, c'est que je suis prêt à croire beaucoup de choses sur le paranormal, mais j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'un ours, un prédateur apex, serait capable de s'occuper d'un enfant, de le cajoler, de le nourrir, de le maintenir en sécurité pendant plusieurs jours, puis de s'en aller comme ça, comme si de rien n'était. Je trouve ça extrêmement difficile à croire. Généralement, un ours, si vous êtes déjà allé à la chasse, vous savez exactement ce qui va arriver avec un ours. Quand on va rencontrer un ours en forêt, un ours noir, un ours brun, généralement, l'ours, il va avoir 2 situations qui vont arriver. La première, il va vous ignorer parce qu'il ne vous considère pas comme une proie, ou il va se sauver, encore mieux. Et la deuxième, vous êtes sa proie et vous allez écouter. Je pense qu'un ours aurait mangé les enfants, peu importe dans la situation dans laquelle on est, ou il les aurait tout simplement ignorés, serait parti. De là à s'en occuper, à les nourrir, à les cajoler, à les garder au chaud, j'ai beaucoup de difficultés à croire ça. Le 7 juin 1951, 2 familles du Nouveau-Mexique ont décidé d'aller au ski bassin de Santa Fe pour faire un pique-nique ensemble. Une fois arrivés sur le terrain, les familles décident de se mettre à la base de la montagne pour avoir une belle vue d'ensemble sur la région et d'avoir une belle vue sur la montagne. Pendant que les adultes préparent le pique-nique, les enfants, eux, décident d'aller jouer ensemble. Il va y avoir Larry McGee, 7 ans, Janet McGee, 5 ans, et Stephen Cross, 3 ans. Les 3 enfants vont jouer dans les alentours où la famille est en train de s'installer pour leur pique-nique. Une fois que les installations pour le pique-nique sont prêtes, les adultes vont appeler les enfants, mais ils ne les trouveront pas. Les parents vont être extrêmement surpris que les enfants ne sont pas là parce qu'ils avaient vu quelques instants auparavant. Les parents vont commencer à faire des recherches eux-mêmes, les trouveront pas et ils vont trouver ça extrêmement troublant parce qu'ils avaient vu littéralement 2 minutes avant.
Finalement, un des adultes décide d'aller à la station de ski qui est juste à côté pour appeler les autorités. Les autorités vont arriver en grand nombre et la première chose que la police va faire, c'est qu'ils vont installer des projecteurs géants face à la montagne. Si jamais les enfants sont montés dans la montagne, chose que les policiers pensent pas vraiment, mais si jamais c'est le cas, les enfants peuvent voir les projecteurs et ils vont avoir un point de repère pour revenir. Donc les autorités vont commencer à faire un périmètre de recherche pour trouver les enfants, mais étant donné que c'est des enfants en très jeune âge, les autorités sont pas mal confiants qu'ils vont les trouver avant la tombée de la nuit. Eh bien, la tombée de la nuit vient et on ne trouve aucune trace des 3 enfants. Les autorités sont extrêmement surpris qu'ils n'ont pas été capables de trouver les enfants. Ils vont commencer à penser qu'il y a peut-être eu enlèvement d'enfants, un kidnapping. Le lendemain, en après-midi, une équipe de recherche qui était complètement hors de la zone de recherche va apercevoir la tête d'un enfant qui sort d'un tronc d'arbre. L'équipe va être extrêmement surprise parce qu'ils s'apprêtaient à s'en aller, mais ils vont décider quand même d'aller voir. Et finalement, et heureusement, l'équipe qui était là, qui s'apprêtait à s'en aller, a trouvé les 3 enfants qui avaient disparu depuis la journée d'avant. Les 3 enfants étaient cachés dans un tronc d'arbre mort. Les autorités vont les amener voir leurs parents, voir les médecins. Les médecins vont dire qu'à part une légère déshydratation, les enfants sont en pleine forme. Les autorités vont poser la question aux enfants. Comment c'est possible que vous êtes rendu 5 km plus loin que la zone de recherche, à flanc de montagne, dans un endroit extrêmement difficile d'accès, extrêmement rugueux, extrêmement rocailleux? Larry McGee, 7 ans, va prendre la parole et il va dire « On était en train de jouer à l'orée de la forêt quand, tout à coup, un ours est sorti et nous a pourchassés. Alors nous, on s'est sauvés, on a couru en haut de la montagne et l'ours nous a suivis jusqu'en haut de la montagne. Quand on était rendu en haut de la montagne, on a décidé de se cacher dans un tronc d'arbre mort. L'ours va nous avoir cherché, il va avoir rôdé alentour de notre cachette pendant des heures. » Larry va aussi ajouter que la chose la plus épeurante, et les 3 vont être d'accord avec ça, c'était le gros gorille qui rôdait avec l'ours. Lui aussi, le gros gorille et l'ours ont rôdé alentour de notre position. Et ils nous ont cherchés toute la journée. Ici, l'histoire se termine bien, heureusement. Les enfants ont été réunis avec leurs parents. Par contre, ce qui est un peu bizarre, évidemment, c'est l'histoire que les enfants ont racontée. L'ours qui est apparu de nulle part. À Santa Fe, c'est rare que des ours, ça arrive, c'est quand même rare. Mais que les parents ne se soient pas aperçus de ça, quand les parents les ont vus 2 minutes avant leur disparition, c'est assez étrange. Deuxièmement, un ours qui court après des enfants, rattraper des enfants pour lui, là, il n'y a absolument rien là. Le fait qu'il les a suivis sur 5 km sur le flanc de montagne, c'est extrêmement bizarre. Le fait aussi qu'ils se sont retrouvés 5 km en haut de la montagne, c'est extrêmement bizarre aussi. Pensez-y un peu ici, là. Des jeunes enfants, 7, 5 et 3 ans, est-ce qu'ils seraient capables de monter 5 km dans des terrains extrêmement rocailleux, difficiles d'accès, seuls, sans aide? C'est extrêmement peu probable que ce soit arrivé. La seule façon que ça pourrait arriver, c'est, oui, s'ils étaient pourchassés, et là, l'adrénaline embarque, mais même encore, c'est extrêmement difficile de croire que des enfants, surtout un enfant de 3 ans, seraient capables de monter une montagne comme ça. 5 km, c'est énorme pour un enfant de 3 ans. 5 ans aussi, 7 ans aussi, mais 3 ans. Et pourtant, les 3 ont été retrouvés vraiment à l'extérieur du périmètre de recherche. Les policiers ne s'attendaient justement pas à les trouver dans ce coin-là. Et encore une fois, un ours aurait facilement pu trouver 3 enfants cachés dans un tronc d'arbre. Je veux dire, un ours qui rôde alentour puis qui les cherche, c'est extrêmement bizarre déjà. Qu'il soit pas capable de les trouver, c'est encore plus bizarre. Que les parents ne l'aient pas vu, qu'il n'y ait pas eu de bruit, qu'il n'y a rien eu, et que les enfants disent avoir vu aussi un gorille qui les cherchait. Et ça, je peux vous garantir qu'à Santa Fe, il n'y a pas de gorille. Pour moi, cette histoire-là est extrêmement fascinante. C'était quoi le gorille? C'était quoi l'ours? Est-ce que c'était vraiment un ours? Est-ce que c'était vraiment un gorille? Est-ce qu'on va le savoir un jour? Le cas des enfants McGee me rappelle vraiment le cas de Dennis Martin. Dennis Martin, c'est probablement un des cas les plus populaires dans le phénomène Missing 411. Je vais vous en faire un petit résumé parce que c'est un cas tellement connu que probablement que vous êtes au courant. Mais bref, si vous n'êtes pas au courant, Dennis Martin et sa famille, en 1969, ont décidé d'aller dans le Great Smoky Mountain faire du pique-nique. Ils ont rencontré The Key Family, la famille Key qui était là avec eux, et ils ont décidé de se joindre ensemble et de faire un pique-nique ensemble. Les enfants se sont mis à jouer à cache-cache ensemble. Le jeune Dennis Martin, 6 ans, jouait à cache-cache et son père ne le quittait pas des yeux. Dennis a été se cacher derrière un arbre. Son père n'a jamais quitté Dennis des yeux, même s'il était caché derrière un arbre. Et puis finalement, quand personne n'a trouvé Dennis, les enfants ont dit « Ok, c'est beau, tu peux sortir de ta cachette. » Et Dennis n'est pas sorti. Donc son père est allé voir.
Derrière l'arbre, absolument rien. Dennis avait disparu sous le nez de ses parents. Le père de Dennis et le père de la famille Key sont partis en courant faire 2 km en direction de la disparition de son enfant et ils n'ont jamais retrouvé Dennis. Malheureusement, à ce jour, on ne sait pas où est Dennis Martin. Dans toute l'histoire de ce parc national-là, ça a été le déploiement de recherche le plus massif qu'il y a eu. 1400 personnes qui l'ont cherché pendant plusieurs jours. Et comme j'ai dit, aucune trace de Dennis. Fait inusité qui est arrivé ici, même chose que la famille Maggie. C'était 2 familles qui se sont rencontrées avec des enfants qui jouaient. Une autre chose qui est arrivée d'assez inusité, c'est qu'un petit peu plus loin, pendant que Dennis avait disparu, un petit peu plus loin dans le parc, un père et son fils marchaient et le fils aurait aperçu, il aurait dit à son père « Hey, regarde papa, un ours plus loin. » Le père, lui, aurait observé l'ours puis il aurait dit à son fils « Je pense pas que c'est un ours parce que ça se déplace sur 2 jambes. Puis ça tient quelque chose sur son épaule. Je fais que ça a l'air plus d'un homme que d'un ours. » Évidemment, ces gens-là vont rapporter ça aux autorités et les autorités vont tout simplement ignorer cette information-là. Un autre fait intéressant qui est arrivé dans la disparition de Dennis, c'est que le FBI a débarqué sur les lieux pour faire sa propre enquête. Et ça, c'est extrêmement bizarre. Pourquoi que le FBI s'intéresserait à un cas de personnes disparues? Surtout s'il n'y a pas eu de crime, surtout s'il n'y a pas rien eu d'inusité et que les gens pensent que tout simplement Dennis est disparu dans la forêt et qu'ils ne le trouvent pas. Le 22 septembre 2012, Linda Hartega va rendre visite à son frère Eddie Huff en Arkansas dans la ville de St. Joe. Les deux vont décider d'aller faire du hiking en forêt. Une des raisons pourquoi ils vont aller faire du hiking en forêt, c'est pour aller chercher des endroits où ils peuvent pêcher, des bons endroits de pêche, et aussi pour que Eddie Huff montre à Linda certains trucs et certaines astuces pour survivre en forêt. Donc les deux vont diriger en forêt, ils vont suivre une piste assez claire, puis à un moment donné, pour trouver des bons endroits de pêche, ils vont dériver de la piste, ils vont s'enfoncer dans la forêt. À un moment donné, Linda et Eddie vont se rendre compte qu'ils se sont perdus en pleine forêt. Ils vont commencer à crier, à essayer de trouver la civilisation, mais en vain. Ils vont donc passer une première nuit dans la forêt ensemble. Le lendemain matin, même chose, ils vont se réveiller, ils vont commencer à crier, à appeler au secours. En vain, ils vont chercher partout, ils vont chercher à sortir de la forêt, mais ils ne seront pas capables. Ils vont donc passer une deuxième nuit en forêt. Et c'est là que l'histoire devient bizarre. Donc, le 3e jour en forêt, Eddie, lui, va se lever, va sortir de la forêt, va prendre son véhicule, va rentrer chez lui. Rendu chez lui, sa famille va dire « Eddie, t'étais où? On te cherche depuis 2 jours, t'as disparu. Tu savais que t'avais disparu? » La famille va aussi demander « Où est Linda? T'étais avec Linda? Qu'est-ce qui est arrivé? On cherche aussi Linda. » Eddie va dire « Ben voyons donc, je viens juste de la déposer chez un membre de la famille, puis je suis venu ici. Linda est super correcte, il n'y a pas de problème. » La famille va appeler le membre de la famille chez lequel Eddie va dire qu'il a déposé Linda et le membre de la famille va être au courant d'absolument rien. La famille va donc commencer à interroger Eddie un petit peu plus en détail et la famille va se rendre compte que Eddie est un petit peu confus, qu'il n'est pas vraiment tout à fait sûr de ce qui est arrivé. Même que lui-même va se rendre compte que s'il essaie de trouver des détails, il n'est pas capable de les trouver dans son histoire. La famille va bien sûr contacter les autorités et les autorités vont commencer un périmètre de recherche pour tenter de retrouver Linda. 3 jours plus tard, on va finalement trouver Linda, donc 5 jours après qu'elle soit disparue, on retrouve Linda en forêt. Linda va avoir un peu maigri, va être amincie, mais va être en bonne santé quand même. Par contre, Linda va être pas mal confuse. Les autorités vont donc l'amener à l'hôpital. Et une fois qu'elle va avoir pris du repas à l'hôpital, c'est là que ses souvenirs vont revenir de qu'est-ce qui s'est passé. Linda va dire se souvenir de s'être réveillée un matin et d'avoir la sensation que son frère, ou du moins elle va avoir l'idée que son frère est blessé. Donc elle se met à courir de façon hystérique dans les bois en essayant de chercher de l'aide, en essayant de trouver la sortie, mais en vain. Puis ses souvenirs sont un peu confus. Finalement, après un bon moment, Linda va rencontrer des gens en forêt. Du moins, elle va penser que c'est des gens qui font du hiking. Ils sont quand même encore loin, fait qu'elle essaie d'attirer leur attention en criant, en gesticulant. Et finalement, elle va se rendre compte que ces gens-là ne l'aperçoivent pas, ne l'entendent pas. Elle va décider de s'avancer encore plus près. Puis à un moment donné, elle va être assez près pour voir ces gens-là. Puis elle va se rendre compte que ces gens-là sont pas vraiment en train d'interagir avec elle. En fait, les gens vont se retourner vers elle. Puis ils vont commencer à se cacher entre les arbres. Linda trouve ça assez bizarre leur comportement. Elle essaie de communiquer avec eux. Puis ils veulent toujours pas communiquer avec elle. Puis finalement, elle va voir que certains d'entre eux regardent en arrière des arbres pour savoir si Linda est encore là.
Linda va commencer à avoir peur, Linda va commencer à paniquer, elle va reculer, puis elle va se sauver. Puis elle va dire que pendant toute la journée et toute la nuit, elle s'est cachée et elle a entendu ces gens-là qui rôdaient alentour d'elle. Sans jamais faire de bruit, sans jamais trouver sa position, elle va dire que ces gens-là ont rôdé toute la nuit et qu'elle a entendu leur bruit de pas qui tournait alentour d'elle toute la nuit. Là, ses souvenirs sont encore confus. Ce qu'elle va se souvenir, par exemple, c'est d'un moment assez terrifiant qui est arrivé. Elle ne se souviendra pas comment elle est arrivée là, mais elle va se souvenir qu'elle se réveille un matin avec la sensation qu'elle se fait observer. Elle va commencer à regarder alentour d'elle, puis elle va voir quelque chose d'assez étrange, quelque chose qui ressemble à un humain sans être un humain. Elle dit qu'elle va avoir vu une ombre, quelque chose qui était humain, quelque chose qui était humanoïde, mais pas tout à fait humain, qui la regardait pendant qu'elle dormait. Linda va se rendre compte que finalement, cette ombre-là n'est pas seule, que partout alentour d'elle, il y a des ombres exactement comme ça, des genres de shadow people. Quand ces entités-là vont se rendre compte que Linda les aperçoit, eux aussi vont se cacher derrière les arbres. Et là, Linda va être extrêmement apeurée et va se mettre à courir. Et là, ses souvenirs vont être complètement confus. Et la seule chose qu'elle va se souvenir après ça, c'est l'équipe de recherche qui l'a trouvé. Il y a des théories qui circulent en ligne comme quoi que Linda et son frère auraient pris des baies sauvages et ces baies sauvages-là les auraient fait halluciner. Donc, si vous hallucinez, vous allez aussi être empoisonné et vous allez devoir vous faire traiter. Et pourtant, les docteurs ne l'ont pas traité pour ça, ni Eddie. Les deux n'avaient pas été empoisonnés. Donc, plusieurs choses étranges dans ce cas-là. Qu'est-ce qui est arrivé à Eddie? Eddie a réussi à sortir seul finalement de la forêt. Il a dit qu'il a déposé Linda chez un membre de la famille, puis il s'est rendu chez eux. Une fois qu'Eddie a été questionné, on s'est rendu compte qu'il était confus et que finalement, il n'avait jamais été porté Linda chez le membre de la famille en question. Puis pour ce qui est de Linda, qui se réveille, qui croit que son frère est blessé, qu'est-ce qui est arrivé? Comment les deux se sont séparés? Pourquoi que les deux ont des souvenirs manquants? Qu'est-ce qui était arrivé vraiment à Linda? Qu'est-ce qu'elle a vu? C'était qui les gens qui étaient avec elle dans le bois et qui parlaient pas et qui la cherchaient? C'était qui les ombres qu'elle a vues? Hey, salut! Merci beaucoup de vous être rendu jusqu'à la fin de la vidéo. Je voulais dire un gros merci aux gens qui visionnent, qui commentent et puis qui likent mes vidéos. Je trouve ça vraiment motivant. Et je voulais dire un gros merci aux gens qui s'abonnent à ma chaîne. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça me motive à faire plus de vidéos. En fait, j'ai l'intention de sortir plus souvent des vidéos. Je vais essayer d'en sortir au moins une fois par semaine, au moins une fois par 2 semaines, mais mon but c'est d'en sortir une par semaine parce que je trouve que les gens qui s'abonnent, mais ça me motive encore plus à l'en faire parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui sont aussi passionnés du paranormal que moi. Merci encore d'avoir visionné ma vidéo et à la prochaine!